Assalamu alaikum, bonjour les amis francophones. C'est Amor Benhamida, je vous salue d'une Tunisie extrêmement chaude, non seulement au point de vue politique, mais climatique aussi. J'aimerais bien m'adresser à vous, en français cette fois, pour vous raconter une histoire incroyable. Avant de vous la raconter, quelques mots d'introduction. La vie humaine, la condition humaine est très difficile, ça nous le savons tous. Nous sommes nés dans la douleur, souvent nous mourrons dans la douleur et entre-temps il y a beaucoup de moments douloureux. Heureusement qu'il y en a d'autres. Alors, nous perdons les parents, nous perdons des enfants, des amis, nous avons des accidents, nous perdons notre travail, notre carrière est ruinée, nous perdons notre fortune, nous perdons nos femmes et hommes, tout ça. Mais, malheureusement, beaucoup de gens oublient que la nature, Dieu, si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, alors c'est l'univers, le karma, nous a donné une force parfois dépassant la limite imaginable, qui nous aide à supporter tout ça, avec l'aide de la famille, d'amis, avec l'aide professionnelle. Normalement, on surmonte tous les problèmes et le malheur qui nous est arrivé commence après un certain temps de se volatiliser et d'aller vers l'oubli. Parfois, ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, nous n'arrivons pas à supporter ce malheur. Alors les uns vont exagérer avec leur consommation d'alcool ou de drogue, et une certaine, heureusement petite partie, va vouloir tout simplement finir avec cette vie. Et ils vont se suicider. Ils ne voient plus rien de bien dans l'avenir. Ils sont en une dépression et ils vont prendre leur vie. Normalement, ils partent seuls. Dans cette petite partie qui se tue, il y a une infime minorité qui va faire autre chose. Nous avons entendu de pères qui, avant de se suicider, va tuer ses enfants et sa femme. Nous avons entendu parler d'un employé qui a tué son chef, attaqué 2 ou 3 collègues et ensuite s'est suicidé. Mais alors, ça devient tragique quand quelqu'un qui a connu un malheur construit un plan diabolique, né et nourri dans les abysses profonds et sombres d'une âme humaine pourtant, qui veut emmener le maximum de personnes avec lui. Alors, c'est l'histoire du 7 avril 1994 à Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee, c'est le centre de FedEx, Federal Express. Il traite environ 2 millions de paquets par jour dans ce centre et l'aéroport de Memphis est plein d'avions, donc FedEx. Il y a un vol 705 le soir vers 8 h qui va faire le trajet de Memphis, Tennessee à San José, en Californie. Alors, le premier qui entre l'avion et veut commencer la préparation du vol, c'est l'ingénieur Andy Peterson. Je trouve qu'il faut nommer les gens, les bons et les mauvais, dans ces histoires. Andy Peterson, il arrive dans le cockpit et il est surpris. Il trouve un homme dans le cockpit. Alors, il faut savoir que malgré que ce soit un vol fret, il y a plein d'ailleurs d'articles électroniques pour San José. Il y a par courtoisie de la compagnie quelques sièges qui sont réservés aux employés de FedEx et à leurs membres de famille. Alors il y avait là un homme en uniforme
et avec son badge FedEx, un collègue. Il s'agit d'ailleurs de Auburn Callaway, qui est également, comme Andy Peterson, ingénieur-navigateur. Mais ces employés, même s'ils sont capitaines, ils n'ont rien à foutre dans un cockpit quand ils sont seat jumpers. Donc, ils voyagent gratuitement, alors ils ont à être dans leur siège et nulle part autrement. Alors, Andy Peterson était un peu étonné, mais bon, il le salue, bienvenue, collègue, bon, voilà. Et la première chose qu'il voit, qui le frappe, c'est que le bouton du VCR, Voice Cockpit CVR, Cockpit Voice Recorder, donc c'est l'appareil, une des parties des black boxes qui enregistre l'entretien dans le cockpit, elle est déconnectée. Donc le CVR était déconnecté, débranché, il ne fonctionnait pas. Alors, bon, ça lui a semblé un peu bizarre, il le remet en position positive, donc active, et il ressort pour aller chercher ses deux autres collègues. Il revient avec ses deux collègues, le capitaine Davis Sanders, 49 ans, et Jim Tucker, qui est le copilote, 41 ans, 42 ans. Alors, il salue aussi le passager et entre dans le cockpit. Une fois de plus, Andy Peterson remarque que encore le bouton était sur Cockpit Voice Recorder déconnecté. Alors il se dit, là j'ai un problème, il le remet en fonction et attend quelques minutes pour voir est-ce que ce truc saute tout seul. Si oui, c'est un no-go, il doit annoncer ça à la maintenance et s'ils ne peuvent pas le réparer tout de suite, c'est le décollage interdit. Alors, par malheur ou bonheur, on verra, le truc reste dedans. Alors, il s'aligne pour le vol, il décolle, il monte, tout va bien, tout normalement. Vous savez, c'est le temps avant septembre 2001. Alors, la porte du cockpit est ouverte. Il n'y a donc que ces trois personnes dedans, dans le cockpit, et il y a dans un siège, en dehors du cockpit, M. Callaway. M. Callaway avait un étui de guitare avec lui. Alors, ils ont encore discuté juste quelques secondes. Ah, vous jouez de la guitare? Oui, oui, je joue de la guitare, oui, ok. Alors, soudain, sans avertissement aucun, ce Callaway surgit dans le cockpit avec un marteau dans la main. Et il commence à frapper sur les têtes, les épaules, les bras, les dos de tous les trois. Son intention était visible dans quelques secondes. Il voulait les tuer. Alors, il commence par le technicien, après il frappe le copilote qui tombe dans les pommes, ensuite il va s'attaquer au capitaine qui réussit à se défendre un peu, mais qui a aussi un bras cassé, une attaque sur la tête, un coup sur la tête. Et ils étaient encore attachés tous les trois, c'est ça leur problème. Ils devaient donc se défendre contre un homme qui a les deux bras libres et eux, ils ne pouvaient pas bouger. Alors, par miracle, le copilote et l'ingénieur arrivent à attraper ce Callaway et le descendre donc par terre, et le capitaine fait Mayday, 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 donc on est en train d'être attaqué, tout ça. Alors, le capitaine sort aussi et sort de son siège et dit au copilote, prends ta place et essaye d'aider son collègue, donc le technicien, à avoir ce gars sous contrôle. Mais les deux sont blessés, sauf que M. Callaway, il n'a rien du tout. Il n'arrive pas, il est athlétique, il est fort.
Et eux, ils sont déjà blessés et ils ont perdu beaucoup de sang déjà. Alors, le copilote, étant un ancien pilote d'armée, pilote de combat, il va faire une chose incroyable. Il n'a qu'une seule arme. Mais c'est l'arme la plus grande qu'il a. C'est l'avion lui-même. Alors, il tire sur le manche, vers 15%, c'est énorme, et l'avion fonce en raid en haut. Alors, tout le monde qui était en train de se bagarrer est rejeté derrière en dehors du cockpit. Alors, en quelques secondes seulement, donc les deux essayent de revenir sur leur place. En quelques secondes, Calloway revient avec un harpon à flèche. Vous savez, on chasse des requins avec. Mortel. Alors, il commence encore à se bagarrer. Il veut tuer le capitaine qui était assis à son siège. Mais encore, ils arrivent à ne pas donc, le fixer vraiment définitivement ou le mettre hors d'état de nuire, mais ils sont encore en train de se bagarrer. Alors, c'est le moment de dire quelque chose sur M. Calloway. C'est un Afro-Américain très intelligent qui a fait de très bonnes études. Il était ambitionné. Il était ingénieur, donc ingénieur navigateur chez FedEx, mais il voulait devenir et avoir le job d'un pilote. Il avait déjà de l'expérience comme pilote dans d'autres compagnies. Il voulait être pilote chez, donc commandant de bord peut-être même, chez FedEx. Parce qu'un ingénieur gagnait dans les années 90, vers les 80 000 $, c'est déjà pas mal, mais le pilote, c'était vers les 150 000 $, c'était ça son but. Donc un homme ambitionné, il avait une femme et 2 enfants. Alors le petit malheur qui lui est arrivé, c'est qu'il est divorcé de sa femme. Mais c'est un divorce pas trop grave, donc ils ont encore un bon contact, et il veut assurer la vie de son ex-femme et ses enfants. Il veut que ses enfants aient les études comme lui, et il va, dans son plan, vouloir réaliser 3 choses. S'il meurt dans un accident de travail, puisqu'il était en train de rentrer sur San José, ce serait un accident de travail. Si c'est un accident, sa famille va toucher 2,5 millions de $, prime d'assurance contractée par la compagnie. 2, pour que ça soit un accident, il fallait que le cockpit voice recorder soit déconnecté. C'est pour ça que quand Andy Peterson, donc le technicien, est venu la première fois et même la deuxième fois, il l'a trouvé dehors. Parce que si on trouve les enregistrements, ben, on trouvera que c'est une bagarre et la famille ne touchera rien. Troisièmement, il voulait se venger. Alors son plan, c'était de s'attaquer à ces 3, les tuer, ou du moins les assommer, et de prendre le contrôle de l'avion et de foncer dans le centre donc de Memphis, de FedEx, pour se venger. Pourquoi? Alors, le petit malheur, je dis bien le petit par rapport à ce qu'il va faire, hein. Le petit malheur, c'est qu'il a eu un divorce. J'en ai 2, hein. Le deuxième truc, c'était sa faute. Il a commis une erreur, une connerie, il a fait une bêtise, il a triché.
Quand il s'est présenté quelques années auparavant chez FedEx, il a gonflé son CV. Il a dit, j'ai eu tant de milliers d'heures chez US Navy comme pilote. Alors c'est à cause de ça, sur la base de cette partie importante d'expérience, qu'ils l'ont engagé, qu'ils l'ont embauché. Alors, quelques années après son début de travail, les services administratifs, donc assurance vie et caisse de pension, tout ça, de FedEx contactaient la US Navy pour dire oui, à cause du transfert de fonds, tout ça. Et alors la US Navy a dit on ne connaît pas ce gars, jamais travaillé chez nous. Alors, quelques jours avant le 7 avril, les services compétents, en l'occurrence sources humaines de FedEx, ont convoqué M. Auburn Callaway pour dire il y a une chose importante dont nous devons parler. Ils appellent ça un disciplinary hearing. Ils savaient qu'il ne va pas sortir sans être viré. Ils vont le virer, il va perdre son job, il va perdre son visage, sa réputation, il va perdre sa carrière. Je dis toujours que ce n'est pas le plus grand malheur qui justifie ce qu'il va faire. Mais c'est comme ça. Alors c'est pour ça qu'il voulait encore se venger. Dire que oui, j'ai fait une connerie, je vous ai menti, vous m'avez attrapé, alors vous allez me virer, avant de me virer, je vais me venger contre vous, et ma famille va encaisser les 2,5 millions. Mais alors c'est compté sans les 3 hommes. Alors, au dernier moment, le capitaine sort encore de son siège, arrive à prendre le marteau et va frapper sur la tête de l'attaquant. Il paraît que le voice recorder contient une mention où il était encore en train de guider son avion, piloter son avion, et il se tournait vers les 2 copains qui étaient à bout de force, qui perdaient du sang, qui n'avaient plus d'énergie, et l'autre, il était toujours là à les tenir. Ils étaient tous les 2 sur lui, mais il y avait un risque qu'il va se libérer. Alors ils se tournent vers eux, est-ce que vous l'avez sous contrôle? Au début ils disent oui, après ils disent non, il va nous échapper. Alors il paraît qu'il leur a dit kill the son of a bitch, kill him. Tuez le fils de pute, tuez-le. Dans une interview qu'il avait donnée plus tard, il a dit oui, j'étais absolument prêt à le tuer. C'est probablement la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un capitaine, commandant de bord, ne va pas vouloir sauver un passager, mais le tuer. Mais il savait exactement. Il n'avait plus d'énergie. Alors, si il se redresse, ce Callaway, il ne va plus s'occuper de ces 2 qui tombent comme les mouches. Il va s'occuper de lui, du capitaine, qui était déjà à la fin de ses forces, et l'avion serait perdu, les 3 vies, les 4 avec Callaway bien sûr, vont être perdues, et il savait entre-temps exactement que le but c'était de foncer sur Memphis, parce que toute cette attaque était 20 minutes après, donc il n'était pas encore très loin. Alors, il l'aurait tué. Après, ses copains lui ont dit non, on ne peut pas le tuer, Bon, il est revenu sur son siège, et maintenant, il voulait, puisque les 2 autres étaient sur Callaway, donc, et avec les coups du capitaine, il était, disons, tranquille pour le moment. Alors maintenant, il veut redescendre sur Memphis. 2 problèmes. Il était trop haut. Alors les alarmes commencent. Sink rate, avec le truc. Après, il y avait d'autres alarmes. Bank rate. Il était comme ça, il était presque sur le dos, hein, parce que il devait virer, il devait revenir le plus vite possible. Deuxième problème,
Donc il était trop haut, il allait rater la piste. Il voulait la piste 9, il paraît, et il a défini une piste, mais il était trop haut. Deuxième problème, il était trop lourd. Il avait encore presque tout le carburant. Donc, deux problèmes avec le carburant, enfin, avec un avion trop lourd pour atterrir, c'est les pneus, donc les roues qui peuvent sauter, hein, comme c'est arrivé à maintes reprises. Et le deuxième truc, c'est les freins, avec un certain poids qui dépasse un poids d'ailleurs défini par toutes les compagnies aériennes. Il ne va pas pouvoir s'arrêter avant la fin de la piste. Ça, il le savait. Alors, il a décidé de faire un tour, mais de 180 degrés, pour atterrir sur une autre piste. Et il paraît qu'il a fait avec ce DC-10 des choses techniquement impossibles selon la compagnie et selon d'autres pilotes qui ont vu donc sur les black box quel trajet il avait fait. Alors il arrive à poser l'avion et tous sont saufs. Monsieur Calloway va bien sûr plaider malade psychique, tout ça, mais ils ne vont pas le croire. Il a reçu 2 fois emprisonnement à perpétuité. Et vous savez, dans les États-Unis et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, comme les pays arabes, perpétuité, ça ne veut pas dire, comme en Europe, en général, 18 ans, et après 8-9 ans, tu peux demander, peut-être. Non, c'est la durée de ta vie. Il ne va jamais plus sortir de cette prison. Il est en tôle et il a 69 ans. Alors, les 3 pilotes, enfin le capitaine, le copilote et l'ingénieur, ne vont jamais plus pouvoir voler. L'un a perdu un œil, l'autre a des fractures crâniennes qui ont laissé des dommages, et le troisième est sous médicaments. Ils ne vont jamais plus pouvoir voler. Mais l'histoire, officiellement, elle finit ici, mais il y a un détail que beaucoup de gens oublient. Ce Calloway, le jour d'avant, donc le 6 avril, il était venu comme ingénieur de bord avec un commandant de bord et un copilote dont une était une femme, de San José à Memphis. Et ils allaient retourner le même jour. Et sur son trajet de retour, il avait planifié d'exécuter cette histoire. Parce qu'il n'avait affaire qu'à 2 personnes, dont une femme. Son plan aurait probablement fonctionné. Il aurait assommé le copilote, et je crois que la femme était la capitaine, et avec la capitaine, elle aurait eu jeu facile. Il aurait pris le contrôle de l'avion, et il serait déjà dans le cockpit, donc son plan aurait probablement été fonctionné. Sauf que, vous savez, souvent on dit, toi tu as un plan et Dieu a un autre plan, ou bien la nature a un autre plan, ou le karma, ou n'importe quoi, comme vous voulez. Hein. En arrivant de San José à Memphis, il y avait un encombrement, il y avait beaucoup trop d'avions qui attendaient, qui étaient en file pour atterrir. Alors, eux aussi, ils devaient attendre. Et soudain, le temps de leur vol était de quelques minutes, il paraît, de quelques minutes, peut-être une demi-heure maximum, trop par rapport à la tolérance
donné par la FAA, c'est Federal Aviation Agency, qui dit qu'après un certain temps de vol, il faut 16 heures de repos. Donc, il ne pouvait pas repartir avec la même crew. C'est pour ça qu'il a dû attendre et prendre celui du soir, mais là, il n'avait pas compté donc avec ces 3 hommes déterminés, qui aiment leur vie et qui ont une expérience militaire. Et c'est pour ça que son plan n'a pas été réalisé, heureusement. J'espère que l'histoire vous a plu, peut-être à une autre fois. Assalamu alaikum.